Bonjour à tous ceux qui sont déjà abonnés et bienvenue au nouveau. Aujourd'hui, on va parler du transhumanisme et du posthumanisme. Le biologiste Julian Huxley a introduit le terme transhumanisme en 1957 comme un synonyme d'un humanisme évolutionnaire, un humanisme qui prend en compte la théorie de l'évolution. Le transhumanisme n'est pas compatible avec les religions. Julian Huxley a été le premier président de l'UNESCO en 1946. L'UNESCO est une organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Et cette même année 1946, Julian Huxley publie un ouvrage intitulé L'UNESCO, ses buts et sa philosophie. Et dans ce livre, avant que le terme transhumanisme apparaisse, il décrit l'humanisme évolutionnaire comme la philosophie appropriée de l'UNESCO. Car en fin de compte, ce qu'il vise, c'est de dépasser les conflits entre les religions, les politiques et les idéologies. Et il espère que le point de vue de l'humanisme évolutionnaire, qui a des fondements scientifiques et qui concerne l'ensemble de l'espèce humaine, aidera à dépasser justement les conflits idéologiques, religieux, etc. Il souhaite que le transhumanisme prenne la place de la religion, niant toute surnature, s'appuyant tout de même sur une idéologie, celle de Gaïa Terre-Mère finalement, où toutes les créatures sont au même niveau sans hiérarchisation. Comme on a pu le voir dans une précédente vidéo, Julian Huxley, c'est le frère d'Aldous Huxley, l'auteur des ouvrages Le meilleur des mondes et Retour au meilleur des mondes. Julian Huxley, c'est également le petit-fils de Thomas Huxley, qui fut un ami et un grand défenseur de Charles Darwin. Quant à son autre frère, Andrew Fielding Huxley, ce fut un biophysicien et un physiologiste qui fut lauréat en 1963 avec John Carey Eccles et Alan Lloyd Hodgkin du prix Nobel de médecine et physiologie pour son rôle dans la découverte des mécanismes ioniques de la transmission nerveuse. Les expériences sur lesquelles Hodgkin et Huxley basèrent leur théorie du potentiel d'action représentent historiquement l'une des premières applications de la technique d'électrophysiologie. Donc l'électrophysiologie, c'est l'étude des phénomènes électriques et électrochimiques qui se produisent dans les cellules ou les tissus des organismes vivants et en particulier dans les neurones et les fibres musculaires. Aujourd'hui, l'un des points clés pour ceux qui développent des puces neuronales, ce sont justement ces évolutions et ces expériences qui ont été faites par le passé. Teilhard de Chardin, prêtre jésuite, chercheur, paléontologue, théologien et philosophe, a utilisé le terme transhumain dès 1950. Lui voyait le transhumain comme la finalité de l'évolution, du préhumain à l'ultra-humain comme il nommait. Mais ces derniers pas ne peuvent être accomplis par des technologies humaines ou par le savoir humain. Selon lui, il faut une intervention divine, christologique, qui achève le devenir de l'humain. Teilhard de Chardin parle d'un néo-humanisme, d'un humanisme nouveau. Certains idéologues parlent de l'homme des cavernes qui a ramassé un bâton et qui avec ce bâton a augmenté ses performances, pouvant frapper plus fort et plus loin. Ils le décrivent comme le premier humain augmenté de l'histoire, confondant cet outil avec des prothèses d'aujourd'hui. Le transhumanisme, c'est le chemin vers le posthumanisme. Les objectifs du transhumanisme sont la moralité et non l'immortalité, donc une vie plus longue, mais également des capacités corporelles et sensorielles plus grandes. L'amélioration de la mémoire et des comportements, connexion au cerveau cloud, psychotropes pour diminuer l'agressivité ou le besoin de domination ou encore la peur, et enfin le contrôle par la pensée, déjà commencé avec les membres bioniques. Quant aux objectifs du posthumanisme, c'est notamment la simulation complète du cerveau humain ou la possibilité de télécharger le cerveau humain sur un disque dur, ou encore tout simplement la simulation de la conscience de soi. Il y a aussi d'autres objectifs comme la fabrication d'univers virtuels, ou la possibilité de coloniser l'espace. Par rapport au transhumanisme et au posthumanisme, on peut reprendre l'interview de Jacques Attali par Igor Bogdanov dans l'émission Temps X en 1979. Igor Bogdanov interroge Jacques Attali sur l'ordre des machines. Ce à quoi répond Attali, expliquant que d'ici peu, l'homme sera de plus en plus en capacité d'acheter des copies de lui-même, des organes artificiels, des machines qui lui permettront de se soigner et de remplacer des parties de son corps. Il donne un exemple décrivant l'arrivée d'une machine qui sera capable de surveiller la tension artérielle, la tension cardiaque, l'état de son esprit, le niveau d'équilibre mental. Il dit que l'homme achètera l'homme lui-même comme il achète toute autre chose aujourd'hui. Igor Bogdanov rebondit et lui demande des exemples. Ce à quoi Attali répond « On aura bientôt une machine que l'on aura sur le poignet qui permettra de surveiller le rythme de son cœur, et si on fait du jogging par exemple, en fonction de ses paramètres personnels, la machine pourra estimer que l'on a trop fait d'efforts et se mettre à sonner pour nous alarmer. » Puis là, d'un seul coup, il brandit une carte et il dit que ce sera bientôt la nouvelle carte d'identité qui contiendra l'essentiel de notre histoire médicale, tout ce que l'on a droit de faire et de ne pas faire, les maladies auxquelles on est prédisposé, qui permettent d'accéder à certains métiers ou au contraire d'en être interdit. Ce qui deviendra finalement plus tard ce que nous connaissons sous le nom de la carte vitale qui est apparue en 1998, soit 19 ans après son interview. Jacques Attali aborde brièvement le sujet du clonage également.
Pour revenir au sujet du transhumanisme, il faut savoir que le transhumanisme, c'est une quête de l'homme parfait, qui emmène au post-humanisme la quête d'aventure, de loisirs, d'expériences inédites par des mondes virtuels plus vrais que nature. Avec également la possibilité de vendre de la culture, des rêves, des émotions et des sentiments et bien d'autres choses encore. Pour revenir sur le fait que le transhumanisme est le chemin et que le post-humanisme est la finalité, j'ai décidé de prendre l'exemple des libellules. Conçu par la société Silmac, le nanodrone libellule, la version française du colibri de l'armée américaine, a reçu le prix Science et Défense 2005. La libellule en question, avec ses 6 cm d'envergure, vole et virevolte grâce à 4 ailes agitées, chacune par 180 000 nanomuscles en silicium, pas plus gros que des globules blancs. Ces nanosystèmes de navigation, copiés sur les véritables libellules, et sa technologie MEMS, microsystème électromagnétique, assurant son énergie, lui permettront de se mouvoir et de communiquer des observations depuis les airs. Il est prévu de faire de cette créature microbionique un compagnon des soldats français à partir de 2020. Donc là, on a amélioré les libellules, ce qui relève du transhumanisme, pour finalement les asservir à la machine, donc on entre dans du transhumanisme et en même temps dans du post-humanisme à l'arrivée. Et cette libellule sera exploitée jusqu'à ce qu'elle décède. Pour nous vendre cette évolution-révolution, nous avons diverses personnes qui veulent nous convaincre que nous n'utilisons pas toutes nos capacités cérébrales. Ils proposent d'augmenter les capacités cognitives en jouant sur le darwinisme, comme quoi nous sommes issus de l'évolution, nous aurions évolué du primate et qui, par le hasard de l'évolution, nous a amené à développer un cerveau très complexe, et leur but finalement, ce serait d'augmenter la complexité du cerveau pour l'emmener à se développer de nouvelles pensées, de nouvelles sensations et bien d'autres nouveautés. Le transhumanisme et le posthumanisme, ça passe par les NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives. La médecine, c'est de l'informatique. Les nanobiotechnologies et informatique, sciences cognitives seront mis à disposition de tous à un faible coût, très rapidement, comme le prix des forfaits téléphoniques a vite été à la baisse afin que tout le monde en soit utilisateur-consommateur. L'homme a appris à lire les 3 milliards de caractères et d'informations que contient son génome, découlant de la description de la structure de l'ADN par Crick et Watson en 1953. On peut prendre pour exemple le coût du séquençage de l'ADN divisé par plus de 1200 en une décennie. La technique du ciseau génétique, ou CRISPR-Cas9, développée en 2012 par la française Emmanuelle Charpentier et l'américaine Jennifer Doudna, permet de changer facilement une séquence d'ADN. Cela augmente l'efficacité de la thérapie génique, mais donne aussi des possibilités paramédicales infinies de modification du génome jusqu'à la création de nouvelles lignées humaines, voire de chimères ou de golems. L'humain prend peur de la vieillesse qui le rapproche de la mort, car aujourd'hui le côté spirituel a disparu. Les gens ne sont plus confrontés à la mort d'un proche comme ce fut le cas par le passé. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, accepte de classifier la vieillesse comme une maladie. Cette nouvelle classification va être soumise à l'Assemblée mondiale de la santé en mai 2019 et rentrera en vigueur dans les États membres le 1er janvier 2022. Ceci permettra d'appliquer dans les hôpitaux publics les traitements et dispositifs anti-vieillesse produits par les NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives. L'expression nano, issue du préfixe nano qui signifie étymologiquement nain, est devenue familière aux médias autant qu'aux milieux scientifiques et elle s'est chargée de multiples sens. Elle peut désigner les nanomatériaux, les nanoparticules, les nanotechnologies, les formulations chimiques comportant au moins une dimension de l'ordre du nanomètre, et bien d'autres choses encore. Il faut également savoir faire la différence entre nanoparticules et particules ultra fines. Les définitions, pour ceux qui ne connaissent pas trop tous les termes qui sont employés depuis tout à l'heure, elles seront disponibles sur mon site. Dans la description, je vais vous mettre un lien qui vous redirigera vers une page où il y aura toutes les définitions et pourquoi pas des hyperliens pour vous rediriger vers d'autres articles. Eric Drexler, formé au MIT, travaillait en 1975 pour le compte de la NASA, à la mise au point de nanomatériaux. Drexler fut celui qui a popularisé le mot nanotechnologie, mais cela ne doit pas occulter le fait que l'industrie travaillait déjà avant lui à l'échelle du nanomètre, ainsi que de nombreux ingénieurs à l'élaboration de nanomatériaux. IBM était aux avant-postes, le groupe avait investi dans l'invention du microscope à effet tunnel, réalisé en 1980, par ses ingénieurs Georg Benning et Heinrich Rohrer, dont les améliorations ont permis de manipuler les atomes individuellement et de concevoir des agencements bottom-up, de bas en haut, grâce à un champ de force quantique. Avec ses myriades d'entreprises partenaires dans le monde, IBM a été l'un des fers de lance de la recherche et du développement des nanotechnologies. Microsoft, IBM et bien d'autres entreprises ont pris part à pousser les pays de l'Europe à chercher, développer et à utiliser des nanos. De nombreux brevets ont été déposés dans le but de faire du profit. L'agroalimentaire s'est mis sur les rangs.
Et voilà que les consommateurs commençaient à manger, à leur insu, les premiers aliments intégrant des nano-manufacturés. Exemple, des bonbons et du chocolat aux nanoparticules de dioxyde de titane cachées sous le code E171, du ketchup au dioxyde de silicium, des salades lavées avec des solutions au nano-argent, le tout sans la moindre autorisation officielle et sans recul sur les effets toxicologiques. Les industriels ont fait entrer les nanos dans la composition de nombreux aliments sans nous prévenir. Par exemple dans des sucres, en particulier des sucres glaces pour renforcer leur blancheur ou leur légèreté, dans des bonbons ou des mousses au chocolat pour leur donner des textures inédites et intensifier les couleurs. Les nano-additifs servent souvent à augmenter l'impact gustatif de leur préparation, contrôler l'exhalaison de leur parfum, accroître leur fluidité ou la réduire, mieux les protéger contre l'humidité ou le dessèchement, prolonger leur conservation au-delà de ce que permettent les conservateurs classiques. Ils font en sorte que notre corps soit encrassé de ces nanoparticules, de particules ultra fines, pour proposer leur solution, celle d'ingérer des nanotechnologies, nanorobots, qui vont par la suite nettoyer notre corps. L'Union européenne commença à l'époque à financer en millions d'euros chaque année les projets concernant les nanos, sans les hiérarchiser en fonction de leurs nécessités. Pour la seule année 2001, le financement de la France allait être de 143 millions d'euros. Puis, pour l'année 2002, de 167 millions d'euros. En 2005, au niveau mondial, 10 milliards de dollars ont été alloués à la recherche et au développement des nanotechnologies, alors qu'à peine 40 millions de dollars l'étaient aux recherches sur les risques, soit 0,4%. Eric Drexler a quitté le Foresight Institute, qui est un organisme pro-nano, financé en partie par les entreprises du CAC 40. Les industriels ont neutralisé Drexler après avoir exploité ses talents, car il s'était distingué en attirant l'attention du public sur certains dangers, à commencer par le risque de voir des nanomolécules se reproduire d'elles-mêmes de façon incontrôlable en quantité imprévisible, qualifié par le terme écophagie par le chercheur américain Robert Fremas. Le prince Charles a fait publiquement part de son anxiété à ce sujet. Il a commandé un rapport sur le problème à la Royal Society. Il s'agit d'un projet magnifique, exemplaire. Jacques Chirac inaugurait par ces mots le 27 février 2003, dans la banlieue grenobloise Grollès 2, le grand complexe techno-scientifique dédié à la nanoélectronique. Entre 2002 et 2005, le gouvernement français investissait 150 millions d'euros dans la construction à Grenoble d'un immense complexe techno-scientifique privé pour travailler sur les nanotechnologies qui s'appelle le Minatech. En 2007, le gouvernement français faisait construire un immense laboratoire en nanosciences et nanotechnologies, dit Nanosaclay. Les chercheurs du CNRS, inclus au sein de ce puzzle high-tech, se sentent tout petits parmi les 340 physiciens, chimistes et biologistes. Ils devront travailler en interdisciplinarité, notamment autour de projets en nanoélectronique quantique et spintronique, en nanophotonique et en nanopharmacie, pour les médicaments intégrant des nanos. Des spécialistes de la cybernétique travaillent directement au sein des campus à la convergence nano-biotechnologie, informatique et sciences cognitives appliquées à l'interface cerveau-humain-ordinateur. Aussi, Kevin Warwick, qui occupe la chaire de la cybernétique de l'université de Reading au Royaume-Uni, mène ce type de recherche dans le cadre de son laboratoire. Il se réjouit de faire commander l'un de ses propres bras par un ordinateur ou de diriger un fauteuil roulant par de simples décisions mentales. Selon certains idéologues, la différence entre avoir des lunettes, lentilles connectées et un implant relève de la psychologie. Un des dirigeants de Google s'est exprimé pendant une interview disant que ce serait génial si nos dossiers médicaux étaient disponibles anonymement pour les médecins-chercheurs. Il dit que le fait de faire cette action, ça pourrait sauver 100 000 vies sur une année. Le dossier médical partagé en France pourrait servir à ce genre de dessin. Le Google X Lab travaille sur divers projets, comme la Google Car, qui a pour objectif de tester les voitures sans chauffeur avant de les commercialiser, ou encore le projet de la viande artificielle, le programme des implants neuronaux pour augmenter l'humain, et Google travaillerait même sur la possibilité de stocker sa mémoire et de faire des recherches directement depuis ses pensées. Google X travaille aussi à l'élaboration de nanoparticules qui seraient capables dans le corps humain de détecter des anomalies pour les signaler. Google X travaille aussi avec des géants de l'industrie pharmaceutique comme Novartis, Sanofi, Johnson & Johnson. Google investit dans de nombreux projets, comme dans un laboratoire dans la recherche d'anticorps pour doper les cellules humaines. Ce laboratoire s'appelle Adimab. Mais elle détient aussi une firme qui propose de révéler le secret de nos gènes, 23andMe, qui sera certainement utilisé pour sélectionner les meilleurs profils afin de récupérer les meilleurs gènes pour les clonages à venir. Google est aussi le principal financeur de l'université de la singularité. Les patrons de Google, Larry Page et Sergey Brin, ont par ailleurs lancé en 2013 le programme de recherche Calio, dont l'objectif est de repousser les limites de la vie et de vaincre la mort selon leurs mots. Par ailleurs, IBM, Microsoft, Nokia, Samsung et Boeing financent aussi l'université de la singularité. L'immortalité est une illusion.
Google et d'autres entreprises veulent que vous vous preniez pour des dieux. Et pour être immortel, ils vous proposeront certainement de télécharger une copie de vous-même dans le virtuel via une puce neuronale. Et enfin, ils vous diront de quitter votre corps d'humain mortel pour un avatar virtuel immortel. Se suicider pour renaître immortel. Mark Zuckerberg, patron de Facebook, a lancé en 2017 un programme de recherche de 5 milliards de dollars US sur la connexion entre cerveau et ordinateur. À titre de comparaison, le budget annuel du CNRS, avec ses 30 000 personnes et plus de 1000 laboratoires financés, n'équivaut qu'à 4 milliards de dollars. Pratiquement en même temps, Elon Musk a créé Neuralink, certains le nomment Neuralink, avec le même objectif de connexion intercérébrale. En 2019, il a présenté un robot chirurgical capable d'implanter des fils flexibles comportant de minuscules électrodes dans le cerveau grâce aux fines aiguilles d'un robot qui fonctionnerait comme une machine à coudre. Les fils seraient reliés à un boîtier fixé sous l'oreille. Les dirigeants de Neuralink ont dévoilé une démonstration sur un rat dans leur laboratoire. Le système n'était pas encore capable de communiquer sans fil, nécessitant un port USB-C fixé directement dans la tête de l'animal et relié à un ordinateur. Mais cela a montré qu'il était déjà possible de récupérer 10 fois plus d'informations qu'avec les technologies actuelles grâce à des milliers de minuscules électrodes implantées à côté des neurones et des synapses du rat. On veut nous vendre le contrôle par la pensée. Parlons de force de la pensée, qui est tout simplement la communication entre les neurones envoyant des impulsions électriques. Leur but est de dépasser les barrières cognitives, passer de la composition d'un numéro, d'une personne que l'on souhaite joindre, à cliquer directement sur son nom dans le répertoire numérique, et maintenant à dire à son téléphone « Appelez un tel ». Et bientôt il sera possible de lancer un appel par la pensée, envoyer des requêtes avec une puce cérébrale neuronale, peut-être en portant sa main qui contiendra une puce RFID, à l'implant sous l'oreille pour déclencher ce qui sera appelé l'API, pensée intelligente. Le but est d'ôter le plus de barrières possible entre l'homme et la machine. Elon Musk se présente comme un sauveur qui fournira finalement la technologie afin de connecter les humains à la machine, donc d'emmener la race humaine au post-humanisme afin de lutter contre un ennemi inexistant qui serait une intelligence artificielle forte. Le terme intelligence artificielle est erroné. On devrait plutôt parler d'algorithme intelligent. L'IA n'existe pas. Deep Blue d'IBM n'est pas intelligent, mais est capable de choisir le bon coup parmi tous, car toutes les parties ont été enregistrées et transformées en informations. Donc il n'y a aucune intelligence, mais une prouesse technologique qui permet de retrouver dans cette énorme base de données le bon coup au bon moment. La machine a battu le champion Kasparov grâce au Big Data. Je vous ai même parlé d'algorithme intelligent, je devrais plutôt parler d'algorithme augmenté. L'intelligence artificielle Watson d'IBM est capable de traiter 500 gigaoctets d'informations, soit l'équivalent du contenu d'1 million de livres à la seconde. L'IA n'est qu'une gestion de données, capable de les analyser, de les classer, le tout à partir d'un algorithme et donc d'un ordre donné par l'humain. Et pour faire accepter les implants neuronaux, les élites, conférenciers, technocrates viendront jouer sur le manque de culture dans le bas peuple afin de les faire culpabiliser et puis de ce symptôme créé, proposer leur solution qui sera l'implantation. Les fondateurs du transhumanisme ont leur slogan qui est « de la chance au choix ». Et pour que ces technologies soient adorées de tous, ils n'hésiteront pas à passer par le domaine médical, donner la possibilité aux aveugles de voir, aux sourds d'entendre, aux handicapés de retrouver certaines sensations, voire articulations. Déjà depuis quelques années, on fait accepter à la masse la possibilité de se changer face à l'œuvre de la nature, notamment en modifiant son corps par l'ajout de tatouages, de piercings, ou encore en passant par la chirurgie esthétique. On veut que l'humain rejette son corps naturel. D'ailleurs, de plus en plus de gens veulent ressembler à leur filtre Snapchat afin d'entrer dans l'illusion de la perfection, alors que la perfection est dans la différence. Ils veulent normaliser l'utilisation de la réalité augmentée, c'est-à-dire de rajouter du virtuel sur notre monde réel. Pour exemple, on a les téléphones utilisant les QR codes afin de faire apparaître des informations, photos, vidéos sur le téléphone par-dessus le monde réel. Il y a également, avec l'avenue de la PS4, le casque VR qui a fait son arrivée, qui permet de tromper l'essence de son utilisateur. Pour faire accepter l'arrivée du transhumanisme, ils y vont par étapes. Bientôt, on entendra parler d'une genèse, de la génération de lunettes connectées, puis de lentilles connectées, qui, une fois connectées au réseau, elles permettront d'avoir des informations sur un produit en magasin, de prendre des photos, vidéos, de lancer des directs sur des réseaux sociaux, d'afficher instantanément des QR codes RFID en autres données numériques, de voir la notation des restaurants, bars, campings, hôtels et bien d'autres choses encore, de vérifier son chauffeur Uber avec la reconnaissance faciale. Aujourd'hui, on voit que tout se dématérialise, on en a parlé dans une autre vidéo justement avec l'avenue du dossier citoyen. Donc tout est numérisé. Bientôt en France, avec l'arrivée de l'identité numérique dont on a parlé dans une autre vidéo, il y aura le dossier citoyen qui fera son apparition, regroupant le dossier médical partagé, l'identité numérique et bien d'autres informations. Et de ce dossier, il sera imposé, comme on en a parlé, l'implantation de la puce RFID.
On sait par rapport à la technologie RFID que la CIA travaille conjointement avec l'armée sur le perfectionnement d'un nanomoustique, ce minuscule drone destiné à prendre des échantillons d'ADN et à injecter sous la peau des nanopuces RFID, Radio Frequency Identification, donc identification par radiofréquence, avec émetteur, plus performante que celle qu'Hitachi a réalisée en 2003 et plus petite qu'un grain de sable. Par rapport aux modifications biologiques, on a pu voir au niveau de la Corée qu'il y a le clonage de chiens, ou récemment on a vu à la Chine cloner des singes, ou encore la naissance d'un bébé génétiquement modifié afin de lui retirer le sida. On peut donc se poser la question de qui refusera et de qui pourra refuser de réparer des gènes pathogènes, porteurs de maladies terrifiantes, le jour où ce sera possible dans le génome de cellules embryonnaires. Qui refusera même d'améliorer la résistance de l'organisme humain au vieillissement, d'augmenter ses capacités perceptives, intellectuelles, voire de doter l'espèce humaine, par hybridation, d'aptitudes supérieures dans tous les compartiments du jeu de la vie. On nous dira, qui pourrait être contre le bien-être et l'éradication du malheur si ce n'est le diable en personne? Et là, que pourront répondre les religieux ou les opposants? Ça va être compliqué, c'est dès maintenant qu'il faut se poser et qu'il faut commencer à réfléchir sur tous ces sujets et sur ce que pourrait nous dire l'opposition justement pour avoir des arguments. Si des parents s'obstinaient demain pour des raisons morales ou religieuses à refuser ces bienfaits de la science à leurs enfants, ne risqueraient-ils pas de s'exposer à leurs reproches, voire d'être traînés en justice par ceux-ci, par un conditionnement de leurs enfants, mais surtout à des pénalisations? Début 2018, une loi a été passée en France pour obliger les bébés à recevoir 11 vaccins. Ceux qui refusent peuvent se voir interdire la crèche ou tout simplement la scolarisation de leurs enfants, et s'ils tombent malades, ils peuvent même se les faire retirer et être attaqués en justice. Dans beaucoup de croyances, le corps est un sanctuaire. Alors comment est-il imaginable pour ces mêmes personnes d'y apporter des modifications non naturelles? Le transhumanisme s'oppose à l'humanisme chrétien. Beaucoup vont se laisser tenter, mais il ne faut pas réagir sous l'émotion mais sous la réflexion. Quand on voit un arbre hybridé qui possède différentes fleurs, différents fruits, on peut être fasciné. Mais la nature n'est pas faite pour être hybridée. L'humain n'est pas fait pour être hybridé avec la machine. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura éclairé sur le sujet du transhumanisme, post-humanisme. Je pourrais apporter bien d'autres éléments, mais ça arrivera dans de prochaines vidéos et dans de prochains lives. À bientôt.